des renseignements à l'espace de quelques... Pourquoi on voulait pas nous? C'est la France. Alors, aujourd'hui, que les Africains réussissent d'avoir ce niveau d'information, ce niveau d'information classée à secret défense, est-ce que cela voudrait clairement dire que dans la dynamique de sécurisation de nos frontières, on a véritablement franchi un palier? La question est de savoir comment capitaliser dans ces acquis-là. Je salue les analyses qui m'ont précédé. Je m'incliner devant le niveau de pertinence qui les caractérise. Je commencerai par clarifier un fait. Que votre génie journalistique vous empêche de décliner dans son entièreté, vu qu'un pays qui vendrait les informations. Vous êtes tellement conscient de votre travail que vous ne voulez pas. En fait, la déontologie prend le pas sur les enjeux du débat. Nous allons vous aider à gérer ça. Mais nous, on n'a pas le même contrôle que vous. C'est pour ça que je vais dire ceci. Ce pays s'appelle la France. Et elle vendait de fausses informations à l'armée tchadienne. C'est ça qu'on ne voulait pas dire, c'est ça. Comme elle a toujours vendu de fausses informations à nos pays. Donc il faut d'abord bien préciser ça. Parce que si vous pensez qu'un pays peut vous donner la vraie information concernant votre situation, ou bien une situation qui vous préoccupe dans un monde comme celui-ci, où le rapport de force relève de la jungle, je pense que votre place est même dans la proto-histoire. Votre place est dans la proto-histoire. Vous n'avez pas compris. Je voudrais rétablir notre vérité fondamentale. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants français sont aux prises avec cette situation où les dirigeants politiques indexent les services de renseignement. Si on ne parle pas comme ça, vous insultez le combat que vous avez mené depuis 15 ans ici. Nous avons parlé avec des militaires, ceux qui peuvent revendiquer une ancienneté ici sur ce plateau, savent que des militaires africains, des militaires camerounais, venaient tout le temps nous dire que quand il y a une mission, nous on est assis, parce que vous nous enseignez. Vous savez combien de coups d'État nous avons déjoués à partir du plateau d'Afrique média dans les pays africains? Vous connaissez? Ce n'est pas aujourd'hui que dans les rapports français, que ce soit les rapports des sénateurs, que ce soit les rapports des parlementaires français, il y a combien de rapports qu'on a déjà fait depuis 15 ans que le panafricanisme est revenu en première ligne et s'est élevé au niveau de la conscience politique et stratégique et géopolitique de l'Afrique en ce temps-ci, pour ne parler que comme ça. Allez lire ces rapports, c'est ce qu'on dit. Le panafricanisme est le premier agent de déstabilisation de tous les renseignements occidentaux. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand vous produisez de la pensée, vous produisez des idéologies, une pensée structurée qui va vers un but. Il y a deux éléments fondamentaux qui font de votre pensée, des idées que vous véhiculez, une arme tellement puissante. Marx disait qu'une pensée qui s'empare du peuple est l'arme la plus puissante contre laquelle aucune armée militaire ne peut venir à bout. Vous savez pourquoi? Lorsque vous avez une idée qui mobilise des milliards de gens, non simplement, les mobilise dans le monde entier, les met en mouvement, mouvement intellectuel, mouvement spirituel, mouvement mental. Vous ne savez pas la puissance que vous avez. Deuxièmement, lorsque ce que vous dites rencontre le fait historique et devient lui-même l'histoire, vous ne connaissez pas le niveau de puissance que vous dégagez. Et forcément, ça renouvelle les rapports de force, ça bouscule les méthodologies, les stratégies, etc. Parce que pour la simple raison qu'on ne vous a pas vu venir et que vous émergez en utilisant les canaux non conventionnels. Ça veut dire que les canaux conventionnels sont battus.
Ça s'appelle de la symétrie stratégique, monsieur. C'est ce que nous avons passé le temps à faire ici depuis 15 ans. Et vous n'imaginez pas le niveau d'accumulation de force, pour ne parler que de force, qui a été fait ici, et c'est ça qui a abouti à l'AES. Comme nous sommes nous-mêmes la résultante du patrimoine que ceux qui nous ont précédés ont laissé. Tout à fait. Tout à fait. Et le normal que nous fassions ce qu'eux n'ont pas fait. Mais sans eux, on ne peut pas faire ce que nous on fait. C'est ça le lien des générations. C'est valable dans la lutte. Les ponts de solidarité. Les ponts de solidarité, merci. Il faut rappeler ça. Quand je rappelle ça, je veux... Deuxième chose, deuxième paradigme fondamental. J'allais même dire premier. Parce que c'est premier, oui, je voulais démontrer que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que les Français disent là, actuellement là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça prend, c'est-à-dire cette tournure parce que l'AES a accéléré, et la preuve, elle a démontré l'accélération du pourrissement de la putréfaction de la puissance française. Mais ça a commencé depuis très très longtemps. Donc, le deuxième paradigme, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les renseignements ne valent rien sans la vision qui les justifie. Je répète, les renseignements ne valent rien sans la vision politique qui les justifie. Les renseignements sont au service d'une vision. Cette vision-là est incarnée par le sommet d'un État. C'est-à-dire cette vision se traduit au sommet d'un État qui est incarné par un individu. Lorsque votre idéologie, votre vision politique, votre vision nationale est complètement décalée, quand elle est complètement inconsistante, quand elle est pourrie, vous voulez que j'aille des renseignements. Vous avez vu où les renseignements vont être au-dessus de la vision politique d'un pays? Vous avez vu ça où? Les renseignements ne sont que les exécutants. Ils travaillent au service d'une vision. Donc si eux-mêmes, si les renseignements, si les renseignements n'ont plus d'âme, parce que le pays n'a plus d'âme, vous vous attendez à quel renseignement? À quoi? À quoi? Il y a longtemps que la France n'a plus de renseignements. Tout ce que Bertrand a démontré là, vous voyez que c'est quoi? Tout ce que quand on parle de patriotisme, ça veut dire quoi? C'est quoi le patriotisme? C'est pas la vision partagée d'une nation. Absolument. C'est ça le patriotisme. Et c'est ça qui met en mouvement les populations d'un pays. Sinon, chacun rentre dans sa tribu, dans son village, dans sa famille. Et c'est le chaos. C'est le patriotisme qui met les gens ensemble et les unit dans une vision qui les galvanise, les dynamise. Et à ce moment-là, vous êtes indéstabilisable, comme dit Bertrand. Alors, en plus de ce que vous avez dit, nous allons vous démontrer comment la France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de renseignement en France. Oubliez ça. Voilà un président qui déconstruit sa diplomatie. Tout comme l'a fait qui était la première arme de la France. Ouais. Pourquoi M. Macron déconstruit la diplomatie française et remplace les diplomates traditionnels par des généraux? Vous pouvez m'expliquer ça? Et vous croyez que c'est un renseignement qu'on a laissé tranquille? Vous croyez qu'avant d'arriver à la diplomatie, on a commencé où? Qu'est-ce que vous croyez? Les informations hyper stratégiques que Bekim a mis à notre disposition sur les propriétaires de la France nous conduisent à quelle conclusion? Quelle conclusion? La France, c'est plus une nation, c'est un label. C'est une marque qu'on vend. C'est une marque, c'est un label qu'on vend. C'est une marque. Ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est le projet que les mondialistes ont pour toutes les nations de la Terre. Exact. Et ça va conduire à quoi? Je vous amène à Davos. Qu'est-ce que les présidents vont faire à Davos? Pour aller se réunir dans une réunion qui est dirigée par un nazi qu'on appelle... J'ai oublié le nom de ce machin-là, de ce truc-là. Ce voyou criminel-là, par un nazi. Qu'est-ce que les présidents vont faire à Davos? Pourquoi Davos est devenu un moment donné le temple où on décidait de l'avenir du monde? C'était à partir de quoi? On a mis seulement devant vos forums. Non, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le monde, mesdames, messieurs. C'est que les financiers, l'économie s'est émancipée de la politique. L'économie, par le biais de la finance, s'est émancipée de la politique. Désormais, les financiers, les capitalistes ont dit, et ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le titre de leur réunion, capitalisme des acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, la politique est décidée par les financiers et les capitalistes. Ils estiment que les politiciens, c'est terminé votre rôle là. Donc vous êtes nos garçons de course. Ça veut dire que les États ne doivent plus exister.
Ça veut dire que l'État n'existe plus. Parce que l'État, l'hyper-État qui existe désormais, c'est la finance. Capital. Et cet État financier, sa base étatique en tant qu'empire, ce sont les États-Unis. Qui est elle-même menacée par l'empire financier. C'est ça l'avènement de Donald Trump. Tout à l'heure, on reviendra. On va revenir. Pour comprendre les réelles raisons de ce combat de Donald Trump. Comprenez donc très bien là où je suis en train de partir. Comprenez bien. À partir du moment où désormais l'économie et la finance s'est émancipées de la politique, et que de manière traditionnelle, c'est le politique qui donnait du sens au service de renseignement. Que deviennent les renseignements? Bertrand vous a expliqué, on vous a parlé de Roussin ici, non? Ouais. De Squarcini et consorts, non? Vous croyez qu'ils étaient les nouveaux? Ils imitaient quoi? Les Américains, ils imitaient les Américains. Pourquoi cette dérive où les gens qui travaillent pour un État désormais se mettent au service des monopoles de leur pays? Des monopoles qui n'ont pas de patrie en passant. Les monopoles n'ont pas de patrie. Leur patrie, c'est l'argent et le profit. Ouais. Ils n'ont pas de patrie, les monopoles. Et Dr Bekir vous a cité les principaux qui tiennent le monde aujourd'hui, dont la France. Mais vous voyez pas qu'il y a un choc? Il y a un choc majeur qui fait dérailler les services de renseignement traditionnels, qui les traumatise. Et chacun s'en remet en fonction de sa force personnelle. On les a autorisés de mettre leur service au niveau des multinationales. Alors qu'on dit bien multinationales. On dit bien multinationales. Donc ce n'est pas pour un pays. Ce n'est pas pour un pays. Les multinationales ont leur propre service de renseignement. Vous ne savez pas ça, hein? Qui souvent sont même plus puissants que les services des États. Parce qu'ils ont l'argent. À partir de ce moment-là, monsieur, le renseignement traditionnel a complètement été traumatisé par ces événements-là, qui ont une portée mondiale. Troisième paradigme fondamental. Donc, si il y a ce choc-là, on revient à un pays comme la France, qui de manière traditionnelle doit son rayonnement international, mondial, manger à midi là-bas et vivre grâce à l'Afrique. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est ça. Mais ce pays fait face à un choc extraordinaire désormais. Le monde entier constate que l'Afrique considère que la France, nous ne voulons plus entendre parler. C'est rompu ça, les rapports de domination, d'esclavage, c'est terminé. Ces renseignements ont construit leur prestige, leur force, leur orientation stratégique, c'est comment maintenir notre domination en Afrique. À un moment donné, c'est peu possible. Ce n'est pas la faute des services de renseignement, monsieur. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute de la classe politique française et son élite. Ce qui me conduit à dire quoi? Vous attendez quelle performance de renseignement? Maintenant, là, je suis en train de plaider pour les services de renseignement français. Je plaide pour ces gens-là. Mais ma plaidoirie va servir à rien. Ils seront finis. On a compris. Oui, ils sont déjà finis. Oui, ils sont foutus. Comment voulez-vous que les services de renseignement aient des compétences qu'elles sont dirigées par un tintin, un feignant voyou comme Macron? Comment c'est possible? Première question, comment Macron a-t-il fait pour devenir président français? C'est la faillite même des services de... Ah, il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays où un président dit il va dans une salle de classe où il y a les enfants de 4 ans pour leur dire que la priorité dans la vie, c'est que vous devez apprendre à vous sodomiser, à faire ceci, un homme doit aller avec une femme, il n'y a pas de genre, il n'y a pas... Vous voyez que ça... Mais c'est encore un pays, ça? Alors Emmanuel Macron a donc tout déconstruit en France, la politique... Il est l'apogée de la déconstruction. La diplomatie... Il est le stage suprême. Ouais. Il est le stage... Ça a commencé avant lui. C'est depuis Pompidou et De Gaulle que les Français célèbrent pourtant, sans savoir même ce qu'il y avait derrière De Gaulle. Il allait à Londres pour rien. Il allait à Londres pour rien. Il allait faire quoi à Londres? Pourquoi il n'est pas allé au Tchad? Pourquoi il n'est pas allé ailleurs? Pourquoi il est allé à Londres? Ça m'a de pas comprendre. Vous connaissez le pacte de Gaulle-Churchill? Je parle de ça tous les jours ici, les gens vous lient. Allez vous instruire sur le pacte. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Dès qu'on a dit que désormais la France va être obligée d'emprunter sur les marchés financiers, même pour financer son fonctionnement, c'était fini. Macron n'est que l'apogée, le stage suprême.
C'était sûrement bas. Comment voulez-vous que le renseignement d'un pays soit performant quand la priorité du dirigeant, ce n'est même pas son pays, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, ce sont les financiers? Est-ce que les renseignements sont créés pour travailler pour les financiers? Sauf si cet État-là, depuis très longtemps, n'est qu'un État de surface qui, en réalité, est porté en sous-main par les réseaux financiers. Nous savons que la France appartient aux financiers. À Rothschild. Nous savons que la France appartient, c'est quoi? C'est le CRIF, c'est non, là, tout machin-là. Le CRIF. Voilà, le CRIF, etc. On connaît tout ça. Mais il faut dire la vérité aux Français. Quelle est la vision que Macron porte? Quelle est la vision que les dirigeants politiques de la France portent pour que les renseignements français soient en mesure d'être à la hauteur du choc qui se passe en Afrique? Ils ne peuvent pas. Fabrice, ils ne peuvent pas. Ça se traduit par ce que j'ai appelé la déconnexion anthropologique et stratégique. Moi, je vous dis une chose. Quand une puissance domine quelque part, ça suppose qu'il y a une domination hard et une domination soft. La domination soft suppose que la victime n'a pas encore compris qu'il faut qu'elle tue le bourreau. La victime, à un moment donné, sympathise avec le bourreau. Ça fait qu'il y a connexion anthropologique. Mesdames, Messieurs, c'est la base du renseignement. C'est la base du renseignement. La connexion anthropologique et stratégique. Mais là, l'arrivée de M. Macron et les autres, ça aboutit à quoi? Ce que vous avez fait ici sans même savoir ce que vous faites là. Vous avez imposé une déconnexion anthropologique et stratégique. Les renseignements français vont encore faire quoi? Ils vont faire quoi? Qui connaît la France mieux que les Africains? Non, je vous demande. Qui connaît mieux la France que les Africains? Le soldat français, l'agent de renseignement français, il travaille pour qui? Doit-il obéir à son président? Ou à l'Union européenne? Ou à Washington? Ou aux financiers? Il travaille pour qui? Il travaille pour qui? Mais ce sont des traumatismes que ce service a subis. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Ces gens-là, c'est difficile à foncer, c'est difficile à vivre. Parce qu'ils travaillent pour qui? Voilà, bon, mettez-vous à la place des diplomates français. Au lieu de les recycler, si vraiment la France était encore en France, que fait ces petits esclaves-là? Mais président, beaucoup sont partis du corps, ils sont aux États-Unis. Mais attendez, mais c'est clair. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que maintenant, les généraux, les sportifs, même les patrons d'entreprise vont être des diplomates. Mettez-vous à la place d'un diplomate traditionnel classique. On a un vieux colonel ici à Yaoundé. Bon, maintenant, quand lui pense ça, quand Macron il pense qu'il est un génie, quand il fait ça, il envoie le troubadour colonel là qui est un des généraux là. Mais avant qu'il arrive, ce monsieur, nous le connaissons déjà. Depuis. On a son dossier depuis. On a son dossier. Et nous, on lui a dit ça depuis. Que déstabilise en 2025, on te voit. Vous voulez que les gens soient efficaces quand leurs procédés d'action sont connus? Je pose une question. Vous voulez que les acteurs renseignements soient pourquoi? Comment on veut que les renseignements soient connus, soient efficaces quand on connaît ce qu'ils doivent faire? Et qu'ils ne sont pas en mesure de renouveler leurs moyens, le mécanisme de manière fondamentale, leur pensée stratégique. Envoyer un général, c'est pour qu'il fait quoi? Il va venir tirer sur nous. Il va faire quoi que d'autres n'ont pas fait? C'est le déclin, comme il a dit de la Mais comment, qu'est-ce qu'il va faire que d'autres n'ont pas fait? On dit qu'il va infiltrer l'opposition. Il n'y a même pas besoin. Je dis, hein, Charlie, tu as été très brillant, c'est d'accord avec toi, c'est d'accord. Mais je dis qu'il n'y a même pas besoin de l'apport des Russes. Il n'y a pas besoin, parce que le matériau est là, tout est là, tout est là, tout est là. Il faut seulement savoir exploiter. Oui, les Russes nous aident. Non, je ne vais pas dire que ça n'est pas, ce partenariat n'est pas utile, non. Mais ça vaut ce que ça vaut. Mais je dis qu'on n'a même pas besoin de ça. Si on est des gens sérieux, le matériel est déjà là. Puisque personne ne connaît les Français que nous les Africains. On les connaît trop. Trop. La DGSE, c'est notre maison. Mais c'est notre maison. L'Élysée a été construit, je dis. Hein. On a construit l'Élysée avec quoi? On boit dans les mêmes snacks avec les agents de la DGSE. On se connaît, on rit, on se sourit. On se connaît. Vous savez, si on connaît certains à Douala. Voilà. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, ça vous surprend. Le renseignement n'est pas loin. Bon, je vais rester rationnel. De la parapsychologie, du paranormal. Charlie, qui m'écoute quand il parle là. Bekma m'entend parler quand il parle. Il dit que c'est pas loin. Ça veut dire quoi? On a construit l'Élysée avec... Qui a construit l'Élysée? On a construit l'Élysée avec quoi? C'est le sang de nos ancêtres, des esclaves qui ont construit l'Élysée.
C'est vrai. Mais vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est notre maison. On dort là-bas dedans. C'est notre maison. C'est parce que pour l'instant, tout à l'heure tu l'as dit, nos dirigeants n'avaient pas encore pensé qu'à partir d'aujourd'hui, on va espionner les dirigeants occidentaux. Comment? Le jour où ils ont commencé à penser comme ça, c'est terminé. Le rapport de force a basculé. Il suffit seulement qu'on dit qu'à partir de maintenant, on commence à vous espionner. Oui. Tout est en place. L'Élysée appartient aux Africains. Le jour où on est énervé et qu'on aura compris ce qu'on appelle la vraie dynamique géopolitique, on s'assoit ici en Afrique, on détruit l'Élysée. C'est terminé. On n'a pas besoin d'envoyer un ici. C'est notre maison. C'est le sang de nos ancêtres qui ont construit ça. Ça veut dire quelque chose dans la vie, mesdames, messieurs. Bien sûr, bien sûr. Avec un petit logiciel, le Maroc a capté 10 000 téléphones. Je vous dis que petit de rien du tout. Le Tintin de l'Élysée. Président, pour sortir, comment faire pour capitaliser dans tout cela pour non, on ne va rien dire ici. On t'a envoyé. On ne va rien dire ici. Bien sûr. Tu le prends pour qui? Je dis ceci. On ne va rien dire ici. Bien sûr. Je dis ceci, Fabrice. Je tente de dire ceci. Moi-même déstabiliser, mais c'est normal, c'est bon. Vous êtes dans votre travail. Le Niger, là, ce que le Niger est en train de faire, là, ce n'est que, ça dit, c'était inévitable. Lorsque Bertrand vous dit que Mbongo, il tenait toute la classe politique française. À la babiche. Bon, je pose une question. Quand tu tiens même au cœur des nominations, quand tu tiens les dirigeants d'un pays, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais comme ce type-là ne pensait pas plus loin, c'est ça. Je ne veux pas dire plus, pas à son âme. C'est ça. J'allais être même méchant. C'est ça. Vu le mal qu'il a fait à l'Afrique, ce type-là. Mais bon, on ne juge pas un mot. Puis c'est notre, il est avec nous. Donc nous, on juge les De Gaulle et les Pots on va le déterrer leur corps un jour, on va les juger. C'est pas le problème. Comment, pourquoi il n'a jamais voulu renverser la donne? Parce que c'était un Français. Ce sont des Français, c'est tout. Imaginez maintenant qu'on voit tout ça. On dit que maintenant, ok, on renverse les choses. Mais c'est ce que Niamey est en train de faire. C'est aussi simple. C'est ce qu'Assimi Goïta fait. Pourquoi Assimi Goïta ne prend pas Macron au téléphone? Et ça suffit. La France ne peut rien faire au Mali parce que le président malien, il dit que toi, tu n'es pas à mon niveau, je ne parle pas avec toi. C'est fini, Macron m'a monté. Il ne peut pas. Ce sont des lois de la géospiritualité, monsieur. Il ne peut pas. Parce que le président malien a compris que je ne peux pas parler avec monsieur que je nourris. Je ne te prends pas au téléphone. Mais quand vous avez les Africains qui continuent à penser que la légitimité vient de l'Élysée, alors que dans les faits, c'est nous qui nourrissons la France. C'est nous, ils dépendent de nous à tout point de vue. Ça veut dire que ce qui se passe à Niamey là, c'est l'aube, c'est le commencement d'une ère nouvelle. C'est la maturation d'une dynamique tectonique et irréversible qui a commencé. Et c'est déjà en train de mûrir. Parce qu'après Niamey, d'autres vont suivre. Et d'autres, les monstres arrivent. Les monstres arrivent. Les monstres arrivent. La Assimi Goïta a déblayé un terrain pour des monstres qui arrivent. Donc, alors c'est poursuite, président. Quand on a dit tout ça, nous disons que, schématisons ce que nous étions en train de dire. C'est comme un mariage, Fabrice. Donc. Tu sais, quand tu es marié à une femme, et que vous divorcez, elle te dit que je vais t'avoir, tu peux la faire quoi? Elle est mariée ici, non? Je dis, hein, quand tu es marié avec une femme, tu as même mis des enfants avec elle, vous divorcez, elle te dit que je vais te montrer. Tu vas faire quoi? Quand les présidents vont divorcer, ça devient une affaire d'État pour rien. On fait tout pour que le divorce soit à l'amiable. Il faut que la femme, là, avant de partir, soit calmée, parce qu'elle a les secrets du président. Non, elle se fâche, le président est mort. Pensez que c'est pour rien que Père Bongo Sota est allé à Paris dans un hôtel pour tuer l'amant de sa femme? C'est une histoire publique, je te mentais de dire, c'est public. Pierre Payant, affaire africaine, elle dit, c'est une affaire publique, elle est vieille. Pourquoi? Parce que le gars là qui soit avec sa femme là, mais il a le président dans la main. C'est tout. Non, le gars est parti lui-même dit que je vais régler ça moi-même. Je veux dire quoi? Est-ce que les Africains ne savent pas qu'on est dans un mariage forcé avec la France? On ne sait pas ça. Hein? Bon, maître, nous avons divorcé, non?
C'est fini. Qui tient l'autre? C'est nous qui les tenons. Vous voulez qu'on parle comment? La France est dans... C'est-à-dire qu'on l'a... Nous sommes dans chaque Français. Écoutez-moi bien. Oui. C'est pour ça que nos dirigeants... Nous là... Président, vous parlez en regardant la caméra. Je dis, ouais. nous, chaque Africain... C'est-à-dire que chaque Africain se trouve dans un Français. C'est ça. À partir de là, on les espionne matin, midi, soir, quand on veut. Il suffit qu'on ait des dirigeants qui soient à la hauteur. C'est tout. Et qu'ils cessent de mépriser les panafricanistes. Voilà. C'est vrai. Voilà. On en revient. Parce qu'on ne dit pas tout ici. Oui. Et quand vous voyez des gens s'asseoir sur un plateau pendant 15 ans pour porter une mission, ça veut dire que Dieu les a donné quelque chose. Que ça vous plaise ou pas, venez, respectez-les parce qu'ils vont partager avec vous. Quand on est présent, on n'a pas tout, on ne sait pas tout. Ils sont là, ils sont arrogants, ils prennent des relais, ils pensent qu'on venait se coucher là. Nous, je ne connais pas la porte du palais présidentiel, je l'ai dit. Je vous dis que, je vous dis ça, j'ai même trop dit. Dans chaque Français, il y a un Africain. C'est la malédiction de tout oppresseur. Chaque fois que tu opprimes quelqu'un, tu ne le sais pas, il entre dans toi. Ouais. On est à notre niveau là, il entre dans toi. Et le jour où la personne va seulement se réveiller là, tu es mort. Parce qu'il est en toi. Notre force, c'est que chaque Africain là est dans un Français. Et nous, on est dans la position ascendante. Eux sont dans la position déclinante à cause de leur méchanceté. C'est historique ça. D'accord. Je termine en disant ceci, vous voulez que je chute. Je dis ça parce que Jonathan a abordé ça, il n'a pas approfondi. La dialectique du maître et de l'esclave. Il est resté seulement à ce niveau-là. Je pense qu'il n'a pas eu le temps d'approfondir. Le président Fassi ne faut pas aussi... Non, on ne peut pas tout dire. On ne dit même pas tout. Il faut faire l'économie. Ce qu'on a dit là, ils ne peuvent rien contre ça. Je dis, Jonathan. Ne pas tu lis les rapports français. Tout à fait. Bon, ok. Ne pas vous lisez les rapports français. Tout à fait. Pourquoi M. Macron vous parle d'une politique et d'une géopolitique de l'intimité? Pourquoi le président français vous parle d'une géopolitique de l'intimité? Ça veut dire quoi? Vous avez réfléchi à ça? Vous avez réfléchi à ça? Quand Macron se limite à vous dire qu'ok, désormais les acteurs sportifs, les artistes, les musiciens, les sportifs vont être les nouveaux acteurs et les étudiants dans nos universités. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas? Mais je ne fais que rappeler aux Africains simplement d'inverser le discours de M. Macron. Puisque lui parle de l'intimité. Nous, on va aller dans l'intimité plus que lui maintenant. On va aller dans l'intimité plus que lui. Et c'est ça la géostratégie. Quand quelqu'un fait une stratégie, tu entres dedans. Et malheur, quand tu as une stratégie, quelqu'un entre dans ta stratégie et il fait son plan dans ta stratégie, il est imbattable. C'est ça l'avantage. On ne peut pas dire plus ici que ça. Je t'aime parce qu'on ne donnera pas nos secrets ici. Tout ce qu'on nous dit ici, l'essentiel, on ne le dit pas. Parce qu'on sait que dès qu'on s'assoit ici, ils sont là, ils enregistrent tout pour aller étudier. Nous, on donne un peu. On garde l'essentiel. Je termine en disant ceci. Le premier agent de renseignement d'un pays, c'est son président. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Le premier agent de renseignement d'un pays, c'est son président. Bon, dans un cadre normal, parce qu'avec les mondialistes, là, ça chamboulait beaucoup de choses. Mais comme ils ne peuvent pas vaincre les États, je peux dire ce que je suis en train de dire. Le premier agent de renseignement d'une nation, c'est son président. Quand la France a un président comme M. Macron, un vaurien, les renseignements français ne pourront que chuter et couler. Merci à vous, Président Bandakani, pour cette conclusion. Messieurs, on va prendre donc la première dorsale de cette réflexion. On était dans un cas, dans un fait d'accueil, mais qui valait tout son pesant d'or parce qu'on a bien entendu... On n'a pas rentré dans le menu. Du tout, Président. Allez, on va prendre une courte transition proposée par Carlos Piatin. On s'intéresse